Bonsoir, bonsoir. Ici Otman et c'est un plaisir de vous revoir. Vous êtes connecté sur D-App Coding, la première chaîne YouTube dans le monde francophone pour la blockchain, la décentralisation et l'apprentissage du code. Alors, si vous êtes nouvelle ou nouveau sur la chaîne, je vous invite à vous abonner en bas, à cliquez bien évidemment la petite cloche et puis à laisser un pouce bleu dans l'air. Alors, nous allons continuer la discussion aujourd'hui et on va parler de blockchain 2.0, la deuxième génération de blockchain. Comme vous voyez, nous avons une personne sur l'écran. Alors, ce gars, c'est Vitalik Buterin et c'est le fondateur de Ethereum, qui est la deuxième plus grande crypto-monnaie par part de marché. Pour comprendre Ethereum et pour comprendre la blockchain, on va revenir bien évidemment au Bitcoin. Alors, rappelez-vous que la Bitcoin, ou le Bitcoin, pardon, c'est la première génération de la blockchain. C'est la version 1.0 de la technologie blockchain. Ça peut uniquement gérer des transactions, rien de plus. Alors Vitalik, ce qu'il a fait, c'est qu'il voulait ajouter une langue de programmation, une langue complexe de programmation. Et avec ça, il avait une idée en tête. Il voulait intégrer la finance décentralisée. Alors, c'est ce qu'on appelle en anglais Decentralized Finance ou DeFi. Donc, quand vous voyez sur Twitter ou sur YouTube DeFi, ça veut dire qu'on peut programmer nos crypto-monnaies et notre argent. L'idée que Vitalik il a eue, c'était qu'on peut prendre un Bitcoin, on le programme avec certaines conditions pour que ça devienne un collatéral en attendant que ces conditions se réalisent. Voilà. Par exemple, on peut programmer un Bitcoin entre un papa, et ça sera dans la blockchain bien évidemment, entre un papa et son fils, ça c'est le fiston. Donc on a un Bitcoin, et dedans il y a une condition. Voilà. Et là, on a bien évidemment les notes de classe. Et si les notes de classe respectent des conditions, le Bitcoin réalisera le transfert donc à cet enfant. Ce n'est pas le papa donc qui décide quand il veut envoyer ce Bitcoin, mais ce sont les conditions que nous avons définies ici. Voilà, cet argent va automatiquement être transféré à ce gamin. Il n'y a pas de tierce personne ou un organisme, c'est l'argent ou ce Bitcoin qui est programmé en dessus de la blockchain. C'était l'idée de Vitalik Buterin. Malheureusement, quand Vitalik a été voir les gens du Bitcoin et les développeurs du Bitcoin, ils n'ont pas trop aimé l'idée. Voilà. Ils se sont dit, premièrement, c'est pas utile. Pas utile, ça sera pas utilisé. Le Bitcoin, il est déjà complet avec ce qu'il fait comme fonctionnalité et comme crypto-monnaie. Deuxièmement, ils se sont dit, ça va créer du spam. Voilà, on va commencer à programmer tout et n'importe quoi. Et cette base de données qu'on avait sur la blockchain 1.0 avec des transactions va se retrouver remplie et polluée de données entre papa et son fils, etc., etc. Voilà. Donc, Vitalik n'a pas pu finalement intégrer la totalité de ses idées dans la première version de blockchain. Voilà quand Vitalik a créé sa crypto-monnaie qui s'appelle Ethereum. Voilà. Une autre chose importante, c'est que Bitcoin, il a une langue de programmation qui s'appelle Script. Voilà, ça s'appelle Script. Donc, on peut faire quelques opérations simples. Ça veut dire qu'on peut créer de la multisignature adresse. Ça veut dire que vous avez besoin de 2 signatures pour dépenser de l'argent sur une adresse. C'est très important comme fonctionnalité si on partage
la même adresse ou le même compte. Si on a la même entreprise avec une adresse d'entreprise, on peut avoir par exemple une politique interne qui dit que ces fonds disponibles sur cette adresse ne seront dépensés que si on a deux clés. Donc la clé numéro 1 et la clé numéro 2. Voilà, c'est des opérations simples mais qui restent quand même importantes. Et c'est tout. C'est tout ce qu'on peut faire, c'est assez limité. C'est pourquoi Vitalik, il voulait donner au Bitcoin des fonctionnalités illimitées. Et quand on dit qu'une langue de programmation est limitée, on appelle ça pas Turing complète ou pas complète Turing. Voilà, il y a un peu de définition, ne vous inquiétez pas, on va expliquer. Donc le Bitcoin, il est écrit par script ou sur script. Et script n'est pas Turing complet. Donc, ça ne peut que résoudre des petites problématiques assez simples. Ça ne peut pas résoudre des grands soucis algorithmiques ou des conditions compliquées. Après, on parlera bien évidemment des différences techniques entre Bitcoin et Ethereum. Ça viendra par la suite. D'ailleurs, si vous n'êtes pas abonné ou si vous avez zappé le début donc de ces sessions, je vous invite maintenant même à cliquer sur la liste qui va s'afficher quelque part et puis de regarder les sessions pour que vous soyez à jour. Donc que vous puissiez suivre avec nous les notions d'aujourd'hui. C'est très important les amis et n'oubliez pas. Voilà. Alors, maintenant sur Ethereum, on a un langage qui s'appelle Solidity. Voilà. Et Solidity, on peut le programmer de manière Turing complet. Donc, on peut monter des programmes, des applications en dessus de cette blockchain Ethereum et ces applications peuvent résoudre des problèmes assez complexes. Voilà. Donc, ça peut résoudre pratiquement n'importe quel problème mathématique. Et nous pouvons programmer n'importe quelle chose. Voilà, n'importe quelle condition, n'importe quel souci. Mais malheureusement, sur script et sur la blockchain Bitcoin, ce n'est pas du tout possible. Voilà, voilà les définitions techniques entre les deux blockchains, Bitcoin qui est la génération 1.0 et Ethereum qui est la génération 2.0. La première génération, rappelez-vous, c'est uniquement des transactions et la deuxième génération, nous pouvons créer des applications au-dessus de la base de l'infrastructure blockchain. Donc pour résumer, on va mettre blockchain 2.0. Donc avec ça, qu'est-ce qu'on peut faire? Premièrement, on peut faire donc Turing complet comme langage utilisé. Et quand on utilise bien évidemment ce langage, on peut programmer ce qu'on appelle des DApp ou des applications décentralisées. En anglais, Decentralized Applications ou DApps. Voilà, quand on avait dit avant qu'on programme une petite application entre un père qui envoie son Bitcoin à son fils, ça c'est typiquement une application décentralisée qui tourne sur l'infrastructure Ethereum et qui peut retenir de l'argent. On programme cette application qui manipule cet argent et qui exécute des conditions pour relâcher cet argent ou pas. Voilà. Alors, vous pouvez, par exemple, monter une DApp qui peut retenir de l'argent jusqu'à un événement, jusqu'à ce qu'un événement arrive et après, donc, ça relâchera cet argent à la personne. Par exemple, si une voiture s'écrase ou, donc, ça peut être utilisé comme
assurance. Les applications décentralisées peuvent servir l'industrie d'assurance pour relâcher des fonds en fonction de certaines conditions malheureuses qui s'appliquent sur ce réseau. Alors, vous réalisez maintenant que des applications comme ça, euh, il y a une autre expression pour décrire ce qu'on fait là, c'est les contrats intelligents. Voilà, ou ce qu'on appelle les smart contracts ou contrats intelligents. Voilà, les contrats intelligents, en fait, c'est quoi? C'est des bouts de code qui sont exécutés ou pas, et ces bouts de code arrivent à faire ce qu'on appelle l'application décentralisée. Voilà, donc ça, c'est le DApp, et ça, c'est le contrat décentralisé. Et bien évidemment, le contrat décentralisé peut retenir de l'argent, peut retenir votre crypto-monnaie. Si vous donnez vos fonds à un contrat intelligent et que vous ne le programmez pas, vous n'aurez jamais vos fonds. Voilà, c'est pour la première fois dans l'univers et dans l'histoire de l'humanité que nous avons des programmes qui gèrent automatiquement de l'argent ou des fonds. Alors, si vous avez programmé ce que le contrat fait et vous donnez donc les fonds au DApp ou à l'application, l'application va se mettre à exécuter contrat par contrat en suivant ce que vous avez programmé. Donc, ces contrats vont faire des maths ou résoudre des problèmes ou attendre l'exécution de certaines conditions, etc., etc. Donc, vous réalisez pas la quantité d'innovation réalisée avec cette version blockchain 2.0 et avec les contrats décentralisés. Nous arrivons maintenant à programmer et à coder des contrats pour qu'ils s'exécutent. Nous avons ici un système donc qu'on peut pas arrêter. Voilà, c'est un système ouvert et non manipulable. Donc, c'est monté sur une blockchain qui a une disponibilité de malade. On a déjà discuté de la disponibilité très élevée du réseau. Aucun gouvernement, société ou organisation peut manipuler ce réseau. Et en plus, vous rentrez votre code dans des contrats intelligents qui sont à l'intérieur d'applications décentralisées. Donc, Internet et soulève votre infrastructure de blockchain et votre infrastructure blockchain héberge votre application décentralisée sans banque, sans heure de fermeture, sans personne qui change d'avis et qui change derrière vous ce que vous avez décidé. C'est ça qui est le vrai pouvoir. Voilà. Si vous combinez maintenant les contrats qui interagissent et vous mettez également un site web que les gens peuvent utiliser. Donc www ici voilà. Donc back-end, nous avons un site web, pardon, on a un site web d'un seul côté. Donc ça, on peut l'appeler une application décentralisée ou un DApp. Voilà. C'est comme quand vous utilisez Facebook, vous ne voyez que la partie verte ici. Vous ne voyez pas la partie bleue qui est ce qu'on appelle le back-end, la partie arrière. Vous ne voyez que le front-end qui est la partie devant de l'application de Facebook. Mais attention, ne confondez pas Facebook avec la blockchain et ne mélangez pas les deux parce qu'il n'y a aucun lien entre les deux. Voilà. C'était juste pour vous dire que sur une application décentralisée, c'est pareil qu'une application normale. Nous avons une partie apparente qui est le front-end et une partie cachée qui est le back-end où nous avons tous ces smart
contract ou ces contrats intelligents qui s'exécutent et communiquent entre eux. J'espère que vous comprenez et j'espère que vous comprenez également la transition qu'il y a eu entre la première version de la blockchain et la deuxième version de la blockchain 2.0 qui a été donc initiée par Ethereum et Vitalik Buterin. Donc je vous vois dans la session d'après. C'était Othman et Nasri de D-App Coding. Comme toujours, n'oubliez pas de vous abonner. Lâchez un pouce bleu dans l'air si ce type de contenu exclusif vous a plu, qui vous permettra de devenir des experts en blockchain, de tout comprendre sur la blockchain, sa technologie, sa manière d'exister, sa manière d'être construite, etc., etc. Je vous dis à très bientôt. C'était Othman de D-App Coding et je me déconnecte.